À l'heure où Américains et Iraniens se parlent à Genève, nous allons donc tenter d'imaginer pendant cette demi-heure ce qu'il pourrait bien se passer après cette séquence. Washington décrit ces pourparlers comme ceux de la dernière chance, des discussions le revolver sur la tempe, car en cas de besoin, s'il n'obtient pas gain de cause, Donald Trump donnerait l'ordre à son armada déployée dans le Golfe d'entrer en action. Ces frappes américaines, les manifestants iraniens les attendent, les réclament même pour la plupart depuis des semaines. Eux aussi restent suspendus à l'issue de ces négociations. Cette jeunesse remobilisée, on l'a vu au sein des universités iraniennes depuis quelques jours, et ce, malgré les risques encourus. On va vous proposer aujourd'hui le regard d'une franco-iranienne sur ces derniers développements. Bonjour Chérine Ardakani, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Iran Justice, avocate de la prix Nobel de la paix Narges Mohammadi. Vous avez aussi conseillé les familles de Cécile Kohler et Jacques Paris. Un mot, le régime iranien est aujourd'hui plus que jamais sous pression militaire américaine, on va le voir dans le détail dans quelques instants. Pression aussi de ces manifestants iraniens qui sont de retour dans la rue. On a le sentiment, vu de France, vu d'ici, que dans tous les cas, il va se passer quelque chose et qu'il sortira un élément de cette séquence, que ça va se débloquer. Votre avis à vous? Écoutez, déjà, ce que j'aimerais dire, c'est qu'évidemment, moi, je ne parle pas au nom du peuple iranien, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la situation est extrêmement confuse. Les manifestants sont revenus à la rue, malgré le massacre épouvantable de milliers et de milliers de civils. On voit que les étudiants, on en dira deux mots tout à l'heure, eh bien, ont le courage de redescendre à nouveau dans les rues. À l'heure où on se parle, par exemple, j'ai vu des photos circuler avec des blindés, puisque les campus, de nouveau, sont réinvestis par ces blindés et ces chars avec des mitrailleuses. Donc on comprend aussi que les rues sont tendues parce que les miliciens, probablement dans les prochaines heures, vont à nouveau dégainer les armes lourdes sur les manifestants. Et dans ce contexte-là de bravoure exceptionnelle des Iraniens, eh bien on a cette armada américaine qui est prête à frapper. Mais vous disiez pour débloquer la situation, je ne sais pas si Donald Trump va débloquer la situation, parce que Donald Trump, aujourd'hui, il est en train de négocier avec ceux des bourreaux et des criminels qui se sont rendus coupables il y a quelques semaines d'un des plus grands crimes contre l'humanité qu'ont connu les civils. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que ce Donald Trump va frapper l'Iran pour mieux négocier, ou est-ce que véritablement cette guerre qui se profile va profiter d'une quelconque manière aux Iraniens en lutte? Ça, je suis pas tout à fait certaine de cela. Vous la posez naïvement, la question, vous avez la réponse en vous? Moi, je crois que Parce qu'on parle beaucoup d'intérêt quand on parle de Donald Trump. On le sait opportuniste, on l'a déjà vu. Je crois que personne aujourd'hui n'a de réponse toute faite ou ne peut dire ce qui va se passer au Moyen-Orient et plus singulièrement en Iran. Vous l'avez évoqué, la société iranienne aujourd'hui, elle est à la fois désespérée, sidérée par les corps amoncelés depuis des semaines et des semaines. Entre 7 000 et 30 000 morts, selon les chiffres établis qui aujourd'hui sont invérifiables. Un bilan impossible bien sûr à déterminer. Et pour une raison simple, c'est que les Iraniens sont entre deux sentiments. Le premier, c'est qu'ils continuent de compter leurs morts. Ils continuent d'essayer de récupérer les dépouilles parce qu'on parle de 3000 cadavres seulement vérifiés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a encore des milliers et des milliers de portés disparus. Que dans ce contexte, les étudiants, avec bravoure, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, vont encore dans la rue. Mais il faut quand même savoir que les slogans qu'ils ont donnés sont quand même ceux à la fois de la résistance mais aussi du désespoir. Ce qu'ils disaient, c'est au fond, on a tellement été massacrés que finalement, peu importe de mourir sous les balles de Trump ou de Netanyahou ou celle du dictateur, mais quand on entend ça de ce côté-là en démocratie, c'est quand même épouvantable de se dire que c'est un peuple qui est à ce point au pied du mur, qui est à ce point désespéré, qu'il s'en demande parfois s'il ne vaudrait pas mieux mourir sous les balles de Trump et de ses bombes, pourvu qu'il y ait un chemin. Mais nous, les démocrates ici, on ne peut pas se satisfaire de ça. Ce n'est pas satisfaisant. Le courage des Iraniens qui est salué justement par la diaspora iranienne qui vit évidemment à l'étranger, un regard aussi différent, tout autre. On va écouter le témoignage de deux jeunes qui vivent en Iran et qui ont décidé sciemment de retourner dans la rue. Ils savent complètement les risques qu'ils encourent aujourd'hui. Cette jeunesse, donc de nouveau visible depuis ce week-end au sein des universités iraniennes. On regarde quelques images ici mises en forme par nos confrères de France 2. Un face-à-face tendu dans une grande université de Téhéran. À droite, les étudiants qui réclament le changement. Dans l'autre angle, avec les drapeaux, ceux qui soutiennent l'ayatollah Khamenei.
Bousculades, coups de poing, insultes. Les manifestations virent à l'affrontement dans plusieurs campus de la capitale iranienne. La protestation s'était tue, elle revient depuis la réouverture samedi des facultés. Ces images sont filmées par une étudiante avec qui nous sommes en contact. Les manifestants brûlent un drapeau de la République islamique, une des lignes rouges pour les autorités. Pour ce geste, ils risquent de lourdes peines. Qu'importe, les protestataires jettent ensuite des morceaux enflammés vers les pro-régimes. Nous retrouvons l'étudiante chez elle. En janvier, elle manifestait déjà. Aujourd'hui, elle n'a pas hésité à reprendre le mouvement malgré les risques. Quand je brûle le drapeau de la République islamique, ça me procure une joie immense, physiquement et mentalement. Pareil quand je crie « mort au dictateur » pour exprimer toute ma colère, à cause de tout ce que nous endurons. Nous avons localisé des rassemblements dans 9 universités à Téhéran, mais aussi à Mashhad, Ispahan ou encore Shiraz. 15 manifestations au total. Un climat délétère après la répression de janvier qui avait fait entre 7 000 et plus de 30 000 morts selon les sources. Aujourd'hui, le pays est suspendu à la menace d'une intervention militaire américaine. Donald Trump va-t-il agir? Pour cet étudiant qui lui aussi manifeste, c'est la seule solution. Il faut absolument cette intervention militaire américaine. Ce serait une coopération entre l'armée américaine et le peuple iranien pour renverser ce régime. La CIA a diffusé ce message en persan à la recherche d'informateurs, sans doute pour être prêt à tous les scénarios, la diplomatie ou la guerre. Ces messages de la CIA là, qui ont été rendus publics hier, qui ont été envoyés aux Iraniens, votre sentiment? Écoutez, mon sentiment, c'est que les Iraniens, comme le témoignage de ce jeune garçon que nous avons vu, personne ne peut leur dire qu'ils n'ont pas raison quand ils sont à ce point désespérés, qu'ils s'imaginent que l'armée américaine va venir les sauver. Nul ne peut poser de regard, on va dire, condescendant sur ce qui est né du désespoir. En revanche, pour ceux qui vont capitaliser sur ce désespoir, que sont les services de renseignement des uns et des autres, que sont les armées régulières des uns et des autres. Là, il y a une condamnation, je crois, morale à avoir. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que les Iraniens, malheureusement, sont seuls aujourd'hui. Les Européens ont regardé comme des spectateurs Donald Trump déployer au large son armada. Parfois même, les Européens ont fait obstacle et ont entravé aux efforts démocratiques des Iraniens. Je pense par exemple au refus de classer pendant très longtemps l'organisation des gardiens de la révolution, qu'on sait aux premières loges de cette répression. Donc aujourd'hui, moi je suis finalement un peu comme les Iraniens, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'est un peuple qui est seul, qui se bat à main nue contre son dictateur et qui malheureusement n'a pas trouvé d'alliés sincères encore. Voilà, et je crois que la place de l'Europe aujourd'hui manque à l'appel et c'est une forme, je crois, de responsabilité politique qui ici est largement défaillante. On parlait de désespoir quand on voit ce jeune imaginer faire alliance comme ça avec l'Amérique de Donald Trump. Vu d'ici, ça vous paraît complètement fou? Mais je vous l'ai dit, moi, aujourd'hui, je m'interdis de juger avec mes sentiments compatissants ce que vivent les Iraniens. C'est le signe de quoi? C'est qu'il n'y a pas d'autre option finalement, il n'y a pas d'autre prise pour cette jeunesse iranienne. C'est de ceux qui font croire aujourd'hui qu'il n'existe pas d'autre alternative, que finalement Trump serait la solution parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et d'une certaine façon, moi qui suis avocate aujourd'hui en droit humain, qui plaide pour le droit international, eh bien je ne dis pas que je me résigne à cela, mais il faut avouer que le droit international a quand même été très largement attaqué, qu'à l'heure où on se parle, il y a encore des milliers et des milliers de civils partout dans le monde qui sont en train de mourir, sans qu'effectivement on ait pu protéger cela, sans que les démocrates n'aient pu défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ce sera la grande question, est-ce que les Iraniens un jour auront le droit de disposer d'eux-mêmes sans avoir les balles du dictateur Khamenei, mais sans avoir les bombes de l'étranger?
J'entends de la colère dans vos mots et aussi beaucoup de frustration parce que vous êtes avocate, vous parlez de droits humains. Depuis ces jours du 8 et 9 janvier où on sait la machine du régime, la machine de la répression a été absolument terriblement efficace pour saper cette contestation. On parlait tout à l'heure de ces milliers de morts. Ce régime, est-ce qu'en même temps, vous ne pensez pas qu'il n'a jamais été autant en difficulté ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une rupture qui est consommée entre la population civile et ce régime qui est un régime meurtrier, criminel et qui laissera sa trace dans l'histoire de l'Iran comme étant celui qui a le plus massacré des jeunes et des civils innocents. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Les revendications du peuple iranien, elles sont extrêmement claires. D'ailleurs, dans les images que vous avez montrées, on voit bien les rapports de force. Dans une université aujourd'hui, les pro-régimes sont extrêmement minoritaires et ils font face à la foule, une foule qui est en colère et qui dit unanimement mort au dictateur. Donc il n'y a pas d'issue politique possible pour ce régime. En revanche, il se maintiendra jusqu'au bout et il se maintiendra dans sa forme la plus déchaînée contre les civils. À l'heure où on se parle, il y a une guerre sans doute régionale qui se profile. On a vu les délégations iraniennes aller du côté de la Russie, du côté de la Chine. On sait qu'ils sont en lien permanent avec leurs groupuscules proxy, que sont le Hamas et le Hezbollah, en tout cas pour ce qu'il en reste. Et on sait que cette mécanique guerrière, si elle était affirmée dans les prochains jours, amènerait à ce que le régime donne ce qu'il a de plus violent et de plus déchaîné. Vous redoutez du coup le jour d'après, demain, une fois que ce dernier round de pourparlers, comme on le présente, sera terminé ? Ce qui est certain, c'est que cette République islamique d'Iran, qui repose à la fois sur un bras militarisé qui est les gardiens de la révolution, va utiliser la guerre pour déployer les forces les plus répressives, ce qui a déjà été le cas contre la population. Et elle va continuer à instaurer des couvre-feux, pendre des manifestants, puisqu'à l'heure où on se parle, il y a encore des jeunes gens qui sont sous couvert d'exécution. Donc, qu'est-ce qu'on en sait d'ailleurs ? Parce que c'est très difficile de parler de cela aujourd'hui. On sait qu'il y a eu des dizaines de milliers de personnes arrêtées pendant cette brève période quand même de manifestations. On parle de plus de 50 000 arrestations. Qui est jugé ? Qui est tué aussi encore aujourd'hui. Non, parce que c'est l'opacité d'un régime autocratique tel que celui de la République islamique d'Iran. Mais la différence, sans doute, c'est que les Iraniens ont de nouveau accès à Internet, ce qui n'était pas le cas pendant les 30 jours de la répression épouvantable, et que de nouveau, on a des informations qui filtrent. Et d'ailleurs, ces images que nous avons vues d'étudiants en protestation, c'est des images qui avaient été confisquées et que nous n'avions pas pu avoir, notamment lors du paroxysme des violences, le 8 et le 9 janvier, où en quelques heures, on a plus de 30 000 Iraniens qui ont été abattus dans les rues. Donc il y a quand même ces communications qui nous permettent, nous, de décompter ceux qui sont aujourd'hui dans le couloir de la mort. Je pense par exemple à Saleh Mohammadi, qui est un jeune de 18 ans, un champion de lutte, qui a été arrêté pendant les manifestations et qui aujourd'hui est entre la vie et la mort parce que il redoute son exécution dès l'aube. Voilà, donc on a des cas comme ça. Il y a évidemment Narges Mohammadi, ma cliente, prix Nobel de la paix, qui depuis le 12 décembre dernier a été arrêté à Machhad et qui a été sévèrement battu et qui aujourd'hui se trouve dans la détention politique la plus rude. Des milliers et des milliers de prisonniers politiques sont aujourd'hui dans cette situation. Vous disiez tout à l'heure, les armes de guerre sont de retour, elles sont de nouveau de sortie, notamment dans les universités. Est-ce qu'il y a un risque de nouveau de répression organisée par le régime? Mais la répression, elle s'est jamais arrêtée en fait. Elle s'est pas arrêtée une seconde. Et en fait, il y a des pics de répression dans lesquels, plus ou moins visibles, dans lesquels le gouvernement est déchaîné et où il tire à balles réelles sur la population. Mais il n'y a pas eu un jour de liberté, un jour de démocratie et un jour de répit pour les Iraniens. On le voit ces dernières semaines, c'était les cérémonies funéraires où les familles endeuillées allaient sur les sépultures de ceux qui sont tombés sous les balles du régime et refusait de concéder un seul pouce à ce régime. Et on avait pour la première fois dans le pays des cérémonies avec des cérémonies joyeuses dans lesquelles les familles, non pas qu'elles soient joyeuses et qu'elles soient heureuses, mais refusaient de se montrer la mine défaite en disant vous n'aurez pas notre chagrin. Et voyez, je fais un lien peut-être audacieux avec votre sommaire. On a vu Gisèle Pelucco qui disait la joie de vivre, c'est une façon aussi de résister pour celles qui ont été victimes. Je crois qu'aujourd'hui, les Iraniens qui sont victimes de ces crimes refusent de donner leur chagrin à ce bourreau.
On a entendu vendredi dernier Donald Trump, j'en reviens à la diplomatie parce que c'est la séquence qui est en train de se jouer là au moment où l'on se parle. Donald Trump a agité cette menace de frappe limitée sur l'Iran si aucun accord n'était trouvé. Si les deux camps affichent leur volonté de privilégier la voie diplomatique, on se prépare quand même à l'éventualité d'une riposte militaire. Jamais les deux pays n'ont été aussi proches d'un affrontement et les moyens déployés dans la région en témoignent. Ils n'ont fait que se renforcer et qu'ont renforcé les craintes d'un conflit majeur. On fait un bref état des lieux en images des forces en présence avec Nina Masson et on en reparle juste après. Monsieur le Président, envisagez-vous une frappe militaire limitée pour faire pression sur l'Iran en vue d'un accord ? Je peux vous dire que j'y réfléchis. Entre Téhéran et Washington, une escalade de menaces et une pression militaire américaine inédite depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Tout commence en janvier dernier, avec le déploiement dans la région d'un premier porte-avions américain, l'Abraham Lincoln, escorté par 12 navires de guerre. Cette semaine, un second appareil, le Gerald Ford, est arrivé sur une base navale de Crète. Il s'agit du plus grand et du plus moderne de la marine américaine, déjà déployé au large du Venezuela avant la capture de Nicolás Maduro. Dans sa longueur, il fait presque 3 mètres de plus que la Tour Eiffel. Si nous ne parvenons pas à un accord, nous en aurons besoin. Selon le New York Times, de nombreux autres navires destroyers et frégates sont positionnés en Méditerranée orientale, en mer Rouge, dans les golfes d'Oman et Persique. Un déploiement par la mer mais aussi dans les airs, avec des dizaines d'avions de guerre dépêchés dans la région, en plus de ceux embarqués sur les porte-avions. Le 18 février, des images satellites consultées par Le Monde montrent 30 de ces aéronefs sur une base jordanienne. 2 jours plus tard, leur nombre avait presque doublé. Il n'y aurait de victoire pour personne. Ce serait une guerre dévastatrice. Étant donné que les bases américaines sont dispersées à différents endroits de la région, malheureusement, toute la région serait probablement impliquée et touchée. Dans une lettre au secrétaire général de l'ONU, l'Iran a dénoncé l'attitude va-t-en-guerre des États-Unis. Téhéran s'est dit prête à frapper toutes leurs bases dans la région en cas d'attaque, une éventualité à laquelle Washington s'est déjà préparé. Voilà, Nina qui vient de faire la démonstration, et c'est bien aussi de voir les cartes et les différents positionnements des forces en présence, que le bras de fer, il est avant tout finalement aujourd'hui militaire. Votre conviction à vous, vous disiez tout à l'heure, nul n'est en mesure de dire ce qui va se passer demain, mais votre conviction, est-ce que vous pensez intérieurement que les Américains vont frapper l'Iran, vont cibler des points stratégiques ? Écoutez, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des Américains. Je vais même aller plus loin. Nul ne peut savoir ce qui se passe dans la tête d'un seul homme. Puisque, en réalité, aujourd'hui, on l'a vu dans la politique étrangère américaine, qui est d'ailleurs très préoccupante, c'est qu'elle dépend des humeurs et des tweets, je dirais, d'un homme seul, qui n'a que faire du multilatéralisme, qui n'a que faire du Conseil des Nations Unies d'une façon générale, mais aussi qui n'a que faire de ses propres conseillers, qui lui prodiguent finalement ce qui serait juste de faire ou pas. Donc, dans cette configuration-là, moi, j'ai pas de conviction intime. Ce que je sais, en revanche, c'est que lui, il est très clair quand il parle. Qu'est-ce qu'on a entendu il y a quelques minutes ? Donald Trump, qui a d'ailleurs rebaptisé l'année dernière son ministère de la Défense en ministère de la guerre. Je crois que c'était très parlant. Lui qui souhaite le prix Nobel de la paix, on le rappelle. Voilà, mais qui en même temps fait un conseil de la paix, mais qui va aller faire la guerre partout. Eh bien, il a dit « Je frapperai s'il n'y a pas d'accord ». Mais ça veut donc bien dire que ses intentions, elles sont claires. C'est de négocier avec, encore une fois, un pouvoir qui vient de se rendre coupable des crimes contre l'humanité. C'est ça l'état d'esprit et les dispositions. Mais qui aujourd'hui pas en mesure de répondre aux exigences américaines. Ils l'ont encore redit ce matin. Les Iraniens. On ne parlait que de nucléaire et on sait très bien que Washington veut aller bien au-delà de tout ça. Oui, mais des exigences absolument au rabais. Puisque au départ, Donald Trump, quand il envisageait cette séquence, il avait des revendications qui étaient autrement plus élevées que celles qui sont là aujourd'hui. Parce qu'il expliquait qu'il allait éradiquer complètement la question du nucléaire. D'ailleurs, en juin 2025, il avait déjà frappé l'Iran. C'était censé être le cas déjà. Voilà, en expliquant qu'il n'y avait plus du tout de capacité pour produire du nucléaire. Aujourd'hui, on voit bien qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, Donald Trump a non seulement menti, si je comprends bien, mais en plus, sa stratégie ne fonctionne pas tout à fait. Et en plus de cela, on voit bien que dans les négociations à Genève, avec encore une fois le bourreau du peuple iranien, il est en train de revoir ses exigences à la baisse. Donc, on voit que ce n'est ni efficace, ni légal, ni respectueux du souhait du peuple iranien. En réalité, Donald Trump est un imposteur. C'est ça ma conviction. En cas de frappe, imaginons que les Américains frappent l'Iran demain ou dans les jours qui viennent.
Qu'est-ce qu'il faudrait redouter ? Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ils vont frapper, très bien, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Moi, je peux vous le dire, les Iraniens, c'est pas de gaieté de cœur, y compris les jeunes qu'on a vus là, qui se rattachent à cet espoir de l'Amérique va venir nous sauver ou quiconque va venir nous sauver. Mais dans la guerre, il y a des morts. Il y a des morts civiles. D'ailleurs, nous avons vu que lors du premier bombardement et avec les frappes à la fois américaines, mais aussi du bombardement de la prison d'Evin, où il y a des milliers de prisonniers politiques en juin 2025, il y a eu aussi des morts civiles et c'était pas uniquement les infrastructures militaires comme on a pu l'entendre ça et là, c'était évidemment un mensonge d'État absolu. Il y avait des civils qui sont morts. Alors vous me direz, les Iraniens diront mais finalement on meurt de toute façon quoi qu'il arrive, que ce soit Khamenei ou Donald Trump. Est-ce que les peuples du Moyen-Orient ont le droit à autre chose que de mourir ? C'est la question aujourd'hui que doivent se poser les démocrates. C'est la question à laquelle nous, les Européens, et je dis bien nous, c'est-à-dire nos dirigeants, doivent répondre. Est-ce qu'ils vont continuer à regarder comme ça, les bras ballants, Donald Trump et les Iraniens que sont Khamenei et ses sbires faire leurs petites négociations? Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure avec colère, il faut que les Européens reviennent dans le jeu. Et pour revenir dans le jeu, c'est d'appeler dès maintenant à une transition démocratique en Iran, ne plus reconnaître le gouvernement iranien parce qu'il est illégitime et parce qu'il s'est rendu coupable de violations graves des droits humains. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut être cohérent et ça veut dire qu'il faut le faire pour tout le monde. Sinon quoi ? C'est laisser la place aux autres. On n'a pas parlé d'Israël, on n'a pas parlé des Israéliens qui, eux, renforcent la pression et essaient de pousser les Américains à frapper. On se raconte en coulisses, Politico disait que l'administration américaine aimerait bien voir les Israéliens frapper en premier, comme ça légitimerait leur intervention. Mais tout ça est parfaitement cohérent. C'est la démonstration que depuis 3-4 ans, et depuis en réalité une dizaine d'années, en fait, plus on va loin dans les attaques au droit international, plus on légitime le fait qu'on puisse avoir le recours à la force en dehors du mandat des Nations Unies. Quand il y a des crimes criminels contre l'humanité, ça vaut pour Khamenei, ça vaut aussi pour ceux qui sont aujourd'hui sous mandat d'arrêt international, que sont Vladimir Poutine, avec ce qui se passe en Ukraine, ça vaut aussi pour Netanyahou. Eh bien, ces chefs d'État, en réalité, ont pu commettre impunément ces crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes impuissants à les voir revenir dans la communauté internationale. Pourquoi ? Parce que nous n'avons rien fait collectivement. On a accompagné ces violations des droits humains. Et aujourd'hui, c'est la loi de la brutalité et des monstres, c'est-à-dire celle du plus fort. Voilà, donc moi je crois qu'il faut résister à cette idée-là. Évidemment que moi je continuerai à le faire parce que je suis avocate, je ne peux pas vous dire autre chose que ça, mais je crois que je suis aussi humaniste. Justement. Et les Iraniens, ils ont le droit de vivre. Justement, on sait que les Français évolué sur un fil ces dernières semaines en raison notamment de la présence de Cécile Kohler et Jacques Paris, toujours bloqués à l'ambassade de France. Évidemment, ils ne voulaient pas bloquer le dossier ou compliquer les négociations. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui est très attendue. On sera avec James Henry tout à l'heure. Il était en direct de la Cour il y a quelques minutes. Madieh Esfandiari, cette Iranienne qui est poursuivie ici en France, notamment pour apologie du terrorisme, va être fixée sur son sort. Décision de justice donc attendue cet après-midi. On vous en rendra compte sur cette antenne. Les deux Français pourraient faire office de monnaie d'échange pour les Iraniens. J'aimerais un commentaire de votre part. Alors moi, je ne suis plus en charge de ce dossier pour une raison aussi simple. C'est que nul ne reconnaîtra de toute façon jamais qu'il y a un lien, et d'ailleurs je ne le sais pas moi-même et je ne le saurai jamais, entre l'affaire Esfandiari et celle de Cécile Kohler et Jacques Paris. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un accord entre l'État français et l'État iranien. Quant au contenu de cet accord, on ne le saura pas. En revanche, ce que nous savons, c'est que le régime iranien utilise comme monnaie d'échange, des citoyens innocents. Là, c'était le cas de Cécile Kohler et Jacques Paris, pour une diplomatie qui, en réalité, n'a rien de diplomatique, qui est une rançon sur les vies humaines pour obtenir son maintien dans la communauté internationale. Et c'est évidemment abject. C'est une pratique qui est criminelle et qui doit être combattue. Vous parliez des Européens bras ballants, des Français, notamment, assez silencieux, notamment pour cette raison, vous croyez ? Non, je ne crois pas que ça ait un lien. Honnêtement, je ne crois pas que... alors évidemment que le fait de détenir des citoyens européens est un moyen pour l'Iran d'exercer une pression sur les Européens. Mais je crois que les Européens sont dans une impasse politique plus large qui va au-delà
de la question iranienne, sur la question du droit international. J'évoquais le sort de la Russie ou plutôt de l'Ukraine. Concentré sur d'autres dossiers en ce moment. Et sur la question également du conflit israélo-palestinien. Je crois que c'est l'ensemble du dispositif qui est à revoir et à remettre en cause. Et c'est là que nous sommes en difficulté, même au-delà de la question de Cécile Collère et de Jack Paris. Merci beaucoup, Chérine Ardakani. Merci d'avoir été l'invité de l'Info du jour en cette séquence qui est en train de se jouer, évidemment, se poursuivre à Genève. Ces négociations qui sont donc toujours en cours. On continue à vous en parler dans quelques instants dans le journal de Paris Direct. À tout de suite.